Donc, si vous entendez mon cœur, c'est la nervosité. Désolé. Il est tard, je vais essayer de faire ça le moins pénible possible, puis le plus digeste pour ceux qui sont en train de souper. Donc, je vais remercier tout d'abord la chaire de tourisme pour l'invitation et l'opportunité qui m'est donnée de vous présenter le modèle intersectoriel du Québec. Le modèle intersectoriel est un outil dont les résultats sont souvent cités, mais dont le fonctionnement est malheureusement peu connu du public en général. Aujourd'hui, le but de ma présentation est de vous familiariser un peu avec le modèle intersectoriel en vous présentant non seulement son fonctionnement, mais aussi les limites et les hypothèses qui encadrent son utilisation. Donc, j'avais modifié ma présentation en Mac, mais il semble qu'il me manque le plan. Donc, c'est pas tellement grave, là. On va vous le faire verbalement. Donc, au début, je vais vous parler du rôle de l'Institut de la statistique dans la réalisation des études d'impact économique. Par la suite, je vais vous parler de la base du modèle intersectoriel du Québec, donc les tableaux entrées-sorties et ainsi que le tableau intersectoriel du Québec. Par la suite, on passera à qu'est-ce qu'on veut mesurer quand on calcule la retombée économique et en fait comment on veut le mesurer, donc le fonctionnement du modèle. Puis on va terminer sur les hypothèses, les limites d'application du modèle et aussi un exemple d'application dans le cadre de dépenses touristiques. Donc, le rôle de l'Institut. Souvent, on a une vision erronée du rôle de l'Institut de la statistique dans la réalisation des études d'impact que l'on produit. L'analyse intersectorielle telle que produite par l'ISQ, ce n'est pas une étude de marché, ce n'est pas une étude de rentabilité et c'est surtout pas une analyse coût-bénéfice. Donc, on met ça au clair. La responsabilité de l'ISQ se limite à l'exploitation du modèle pour estimer en fait des dépenses initiales qui sont apportées par le client ou estimées par le client. Donc, la fiabilité des résultats est en étroite relation avec la qualité de l'information qui alimente le modèle. On dit souvent dans le langage scientifique « garbage in, garbage out ». Si vous rentrez des vidanges dans un modèle, vous avez de bonnes chances d'avoir des résultats qui sont erronés. Donc, pensez, si vous voulez, au modèle intersectoriel comme une grosse machine à saucisses. L'ISQ, c'est l'expert de la machine à saucisses. On sait où sont les manivelles, où sont les guires, où mettre la viande. La viande, c'est les clients qui les fournissent. Donc, par exemple, M. Bergerin. Les analyses d'impact, pourquoi on fait ça? Bien, en fait, en partie, ça permet aux décideurs politiques et privés de faire des choix éclairés. Donc, comme on dit en économie, les besoins sont illimités, les budgets sont limités. Il faut faire des choix pour que l'allocation des ressources... Merci. Tu me donneras le cue, ça. Il faut faire des choix pour que l'allocation des ressources se fasse de façon la plus optimale possible. Donc, dans le cadre d'une analyse d'impact économique, puis j'irai peut-être un peu plus loin dans le cadre d'une analyse coût-bénéfice aussi, il est essentiel de bien déterminer le rôle respectif des différents intervenants. Les demandeurs institutionnels, donc par exemple les ministères, les associations touristiques, il faut qu'ils décident de ce qu'ils veulent mesurer. Donc, les mandats sont variés, les critères sont multiples. Est-ce que c'est la retombée économique, l'argent neuf, la fréquentation des événements? Il faut qu'ils décident qu'est-ce qu'ils veulent mesurer. Les consultants, comme M. Bergevin encore, vont colliger et traiter l'information en fonction du mandat qui est donné par le demandeur institutionnel. Puis l'ISQ, donc l'Institut de la statistique, nous autres, on s'assure de la bonne exploitation du modèle. Donc, comme le dit le proverbe, chacun sa job, puis les vaches seront bien gardées, quelque chose comme ça. C'est censé rimer d'habitude, mais... ça ressemble à ça. Donc, le modèle intersectoriel, ou la machine à saucisses, comme on l'appelle, ça répond toujours à un choc de dépenses initiales dans l'économie. Puis ce choc-là est habituellement comme ça, comme je vous dis, transmis par le client. Le modèle intersectoriel, il permet de quantifier l'effet de certains changements réels, anticipés ou hypothétiques relatifs à l'économie québécoise. Il permet d'estimer la valeur ajoutée, l'emploi et les importations qui sont nécessaires pour répondre à un choc de demande sur l'économie du Québec. Il permet non seulement de faire ça, mais aussi de les classer dans la chaîne de production. Donc, en gros, là, si je peux vous imaginer le modèle un peu, première chose qu'il fait, il détermine pour une dépense initiale qu'est-ce qui va rester au Québec et qu'est-ce qui va être en fuite. Ensuite de ça, il fait tout simplement prendre ce qui reste au Québec puis le ventiler par secteur d'activité. C'est uniquement ça qu'il fait. Donc, la répartition sectorielle d'un impact économique X qu'on rentre dans le modèle. Mais quand on parle d'impact économique, on parle de quoi? On entend souvent le mot « retombée ». Moi, on me pose toujours la question, c'est quoi le chiffre?
Le chiffre, ça s'appelle la valeur ajoutée. On a parlé un peu depuis tout à l'heure, mais bon, les retombées économiques, la valeur ajoutée, puis en fait les emplois qui vont avec. Valeur ajoutée, en gros, c'est composé de salaire. En gros, mais il y a beaucoup d'autres choses, par exemple les travailleurs autonomes, les profits des entreprises, donc certains éléments comme ça qu'on met dans la valeur ajoutée, mais habituellement, on entend salaire quand on parle de valeur ajoutée. Les fuites, donc les importations, qu'elles soient internationales ou interprovinciales, sont calculées par le modèle. Il y a des autres productions, ça, je ne vous parlerai pas de ça tout de suite. Et puis, il y a l'impact pour le gouvernement. Donc, au niveau de la fiscalité québécoise et fédérale, le modèle va calculer ça. Il va calculer aussi la taxation qui va être payée par des entreprises et par les particuliers, puis la parafiscalité, donc la contribution à différents fonds de sécurité sociale, comme la CSST, la RRQ, le régime québécois d'assurance parentale, ce genre de choses-là, le modèle va l'estimer aussi. Mais afin de bien saisir le fonctionnement d'un modèle, il faut connaître sur quoi il s'appuie. Puis, dans notre jargon, on appelle ça des tableaux entrée-sortie. Donc, les tableaux entrée-sortie, c'est quoi? C'est une représentation comptable du système de production de l'économie du Québec. Ils permettent de retracer, en fait, les interrelations qui sous-tendent les échanges entre les secteurs d'activité, puis aussi avec le secteur étranger. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une matrice, pensez à un gigantesque sudoku d'à peu près 600 cases par 300 cases. Ça ressemble à ça un peu. Ce qui est le fun, c'est que ça se met à l'équilibre comme un sudoku, donc. Les tableaux entrée-sortie sont produits annuellement par StatCan, donc par Statistique Canada, puis sont compatibles avec les 4... Ça va aller mieux tout à l'heure. Ils sont produits annuellement par StatCan, puis sont compatibles avec le système de comptabilité nationale du Canada, donc ça permet de calculer le PIB, les importations, ce genre de choses-là. C'est des comptes qui sont en équilibre. C'est alimenté par des enquêtes de sources administratives, par exemple l'enquête des manufactures, des enquêtes pertinentes, mais aussi des sources administratives comme par exemple les tables d'impôts, des crédits d'impôts, ce genre de choses. En ce moment, le modèle est basé sur une économie de 2008. Moi, ça prend du temps à ramasser toutes les données, donc le framework, si vous voulez, la structure de l'économie de 2008, mais les autres paramètres sont mis à jour de façon récurrente par l'ISQ. Par exemple, les salaires moyens, les niveaux de taxes, les tables d'impôts, on est en train de rouler comme si on était dans une réalité économique de 2012. Donc, dans le fond, c'est vraiment juste le squelette de l'économie qui est de 2008. Le reste, c'est vraiment mis à jour de façon récurrente. Donc, les tableaux entrée-sortie peuvent être subdivisés en trois pour ceux qui connaissent ça, mais en gros en deux. Donc, le tableau des sorties qu'on appelle la matrice de production, et ça présente la production des biens et services par les différents secteurs d'activité du Québec. Dans le fond, ça répond à la question « qui produit quoi ?» Les tableaux des entrées, de leur côté, on appelle aussi matrice d'utilisation, mais en fait, ça présente l'utilisation des biens et services, puis des facteurs primaires. Les facteurs primaires, quand vous voyez ça dans ma présentation, pensez à salaire là, et taxation, là, mais en gros, je vais peut-être l'utiliser quelques fois, mais pas tant que ça. Donc, ça présente l'entrée, ce qui rentre dans les industries, que ce soit des secteurs productifs ou des secteurs de la demande finale. Là, on ne passera pas bien de temps sur vous expliquer c'est quoi un secteur de la demande finale, mais en gros, les secteurs productifs produisent des biens et services. Les secteurs de la demande finale, eux, ils consomment des biens et services, mais dans une utilisation finale. Donc, c'est pas dans un but de produire. Par exemple, quand vous achetez une automobile en dépenses personnelles, vous êtes un secteur de la demande finale. Vous n'utilisez pas l'automobile dans le but de consommer, dans le but de produire. Vous le prenez peut-être pour aller à la job, mais ce n'est pas ça le point. Si par exemple, un secteur productif achète une automobile, elle, c'est dans le but de produire. Donc, c'est la différence entre les secteurs productifs, en gros, et les secteurs de la demande finale. Les tableaux entrée-sortie nous donnent l'offre puis la demande des biens et services, puis des facteurs primaires en fonction des secteurs d'activité. Donc, c'est des matrices qui sont sur un format bien secteur. Donc, on répond aux questions qui achète quoi, qui produit quoi. Et quand on les combine ensemble, en fait, on permet de dériver le tableau intersectoriel sur lequel est basé le modèle. Puis ça, on tombe sur des matrices secteur-secteur. Donc, le courant passe directement. Là. Puis on répond à des questions de type qui achète quoi, de qui produit quoi, pour qui. On va une étape plus loin. Le tableau intersectoriel du Québec, il montre directement, comme je vous disais, l'importance des relations entre les différents secteurs d'activité de l'économie, mais aussi avec les secteurs d'activité de l'économie, puis le secteur extérieur. Le tableau, comme les tableaux entrée-sortie, le tableau intersectoriel, lui, il est soutenu par deux égalités comptables qui sont extrêmement importantes. En fait, les revenus sont égaux aux dépenses pour chacun des secteurs d'activité du modèle, et puis les quantités offertes d'un bien sont égales aux quantités demandées pour chacun des biens et services qui sont dans le modèle. Puis c'est ces égalités-là, en fait, qui nous permettent de balancer le modèle puis d'en assurer l'équilibre. Puis dans le fond, quand on fait de la retombée économique, c'est qu'on passe d'un équilibre avant dépense, on fait une dépense, puis on mesure l'équilibre après dépense par la suite.
C'est ce qui nous permet de calculer les retombées. Le tableau intersectoriel, en fait, ça ressemble à ça. En fait, c'est ça. Là, il y a 2 tableaux, vous allez voir. Il faut que le deuxième soit comme collé, il serait comme ici, mais dans le fond, il n'y a pas assez de place sur le chose. Parce que tout ce que je veux vous montrer, en fait, c'est la colonne en bleu. Ça représente quoi? Ça représente, dans le fond, la structure de dépenses du secteur de l'exploitation forestière. Donc, qu'est-ce qu'il va demander auprès des autres secteurs d'activité? Ça, c'est la liste des secteurs d'activité. Ça, c'est les demandes qu'il va effectuer auprès des autres secteurs. Et puis, par exemple, les salaires et traitements qu'il va verser à ses employés, les autres facteurs primaires puis les taxes indirectes qui sont payées. Net de produits, ça veut dire qu'on calcule la subvention dedans. On voit ici qu'on a pour un total de dépenses ou de demandes de 3 milliards. Maintenant, si on va en ligne, et là, je vous disais que la ligne, dans le fond, elle se continue, pas jusque-là, mais elle se continue jusqu'ici. Bien, vous voyez, on a encore un 3 milliards. Et ça, cette ligne-là nous dit où va la destination de la production du secteur de l'exploitation forestière. Où son offre. Donc, sa destination, mais c'est aussi son revenu, dans le fond. Parce que son offre lui permet de faire des revenus. Donc, ce qu'on voit, c'est que le 3 milliards est égal à 3 milliards. Donc, revenu égale dépense, offre égale demande. Puis en fait, quand on fait de la retombée, en gros, là, c'est qu'on vient choquer un de ces secteurs-là ou plusieurs. Puis comme tout est en équilibre, bien, tous les chiffres par après vont changer. Fait qu'on fait le différentiel des deux, puis on obtient un retombée. C'est sûr qu'il y a des équations en arrière de ça, mais je ne suis pas sûr qu'on va les présenter après-midi. La retombée économique, c'est égal à la valeur ajoutée. On l'a vu tout à l'heure dans les résultats du modèle, mais la valeur ajoutée, c'est quoi? Bien, dans le fond, on va retourner sur le tableau, on l'utilise beaucoup, lui. Je vous disais que ça, dans le fond, ça représente sa fonction de production de l'exploitation forestière. Donc ça, c'est sa production brute. La production brute, ou ce qu'on a vu dans la présentation de M. Dwyer tout à l'heure, la contribution économique, ça nous donne une information sur l'appréciation de l'importance relative d'un secteur d'activité, mais ça ne représente pas sa contribution nette ou la retombée économique. En fait, pour obtenir l'apport réel d'une industrie dans l'économie ou sa production nette, ben, il faut prendre le 3 milliards de dollars de production brute qu'on avait, puis enlever tout ce qui a été acheté auprès des autres secteurs d'activité de l'économie. Donc, on obtient maintenant la valeur ajoutée. Donc, on avait la production brute, le 3 milliards, puis tous les intrants intermédiaires, ce qui est acheté auprès des autres secteurs. Puis quand on enlève les intrants intermédiaires de la production brute, on reste avec la valeur ajoutée. En gros, des salaires et traitements, comme je vous disais, là, mais aussi des travailleurs autonomes, les revenus des travailleurs autonomes, des profits. Il y a d'autres choses là-dedans, mais on ne rentre pas dans le détail. Donc, la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est l'effort que le producteur ajoute à des intrants intermédiaires pour répondre à des demandes qui lui sont adressées. Donc, le concept de retombée économique puis de valeur ajoutée, c'est étroitement lié à celui de contribution au PIB. En fait, c'est une des 3 façons de calculer le PIB, selon les revenus, les dépenses et la valeur ajoutée. Pour avoir une image de la valeur ajoutée bien crue, pensez à une sauce à spaghetti. Si vous faites une sauce à spag chez vous, c'est quoi votre valeur ajoutée? Bien, vous n'avez pas produit les carottes, vous n'avez pas produit les tomates, c'est pas vous qui produisez l'électricité, les couteaux, c'est pas vous qui les avez fabriqués. En fait, la seule apport que vous avez, c'est la sueur de bois que vous mettez dans la sauce. Vous en mettre trop, mais vous brossez la sauce, vous la faites chauffer, vous avez une recette. Toutes ces choses-là, c'est votre valeur ajoutée, ça, en fait. Et puis c'est ça qu'on essaie d'estimer. Donc, maintenant qu'on sait ce qu'on veut mesurer, donc la valeur ajoutée, on veut savoir comment le mesurer. Donc, comment le modèle, à partir d'un choc de dépenses initiales, il parvient à estimer la valeur ajoutée pour le Québec? Bien, il faut toujours se souvenir que dans un modèle comme ça, les résultats qui sont produits, ils découlent nécessairement d'un choc qui est lié à une demande initiale. Donc, il faut qu'une demande nous soit transmise. Le rôle passif de l'offre dans les tableaux entrées-sorties, on a vu tout à l'heure, les tableaux entrées-sorties nous donnaient l'offre des produits. Bien, étant donné que ça, c'est fixe, ça fait que le modèle est essentiellement, va être influencé ou ses résultats vont être déterminés par la structure de la demande. Non seulement la structure, mais la propagation de la demande dans l'économie du Québec. Puis là, selon ce fameux processus de propagation de la demande, en fait, toute dépense d'un agent économique est une recette pour un autre agent.
Puis l'agent économique qui reçoit la recette doit augmenter sa production pour répondre à cette nouvelle demande-là. Donc, ce qu'il va faire, il va acheter des biens et services, il va embaucher du monde. Et puis cette deuxième, si vous voulez, demande de biens et services, c'est elle qui va provoquer l'itération suivante dans le modèle. Donc, il va provoquer de l'impact chez d'autres secteurs. Puis là, on continue encore une fois. En recevant ces recettes-là, ces autres secteurs-là vont augmenter leur production, augmenter leur demande. Et puis, à toutes les itérations suivantes, bien, le montant qui est injecté dans l'économie est de plus en plus petit. Donc, à la fin, bien, on a ventilé la dépense au complet. J'ai imagé ça ici un peu dans l'image que j'ai faite. Dans le fond, on pourrait penser à des dépenses touristiques. Ça pourrait fonctionner. Donc, on a des dépenses touristiques ici, en haut, qui rentrent dans les secteurs, productifs du Québec. Là. Par exemple, des recettes pour le secteur de l'hébergement ou de la restauration. Il y a des taxes indirectes, hein, on ne s'en sauve pas. Donc, on paye des taxes. Et puis, il y a des importations. Par exemple, un touriste américain qui vient acheter un New York Times à Québec, bien, si le New York Times n'a pas été produit au Québec, on ne doit pas calculer sa retombée dans le PIB du Québec. Donc, le prix de la revue est là, mais il y a un petit montant quand même qui va être ici pour le commerce de détail. Le modèle est quand même bien fait pour ça. Donc, des recettes pour les secteurs productifs, restauration, hébergement, par exemple. Donc, eux, face à cette nouvelle demande-là, bien, doivent augmenter eux-mêmes le demande de biens et services. Donc, demande de biens et services, valeur ajoutée, pensez à l'emploi encore une fois. On calcule l'impôt sur l'emploi et après ça, on ne calcule plus rien dessus. Donc, on ne calcule pas les effets induits. Je reviendrai un petit peu tout à l'heure là-dessus. Et cette demande de biens et services-là bien, va être à l'origine de la deuxième itération dans le modèle. Puis ce qui arrive, c'est qu'à la fin, c'est important aussi de voir comment là, c'est pas fait, c'est fait exprès. Là. Les carrés, le carré qui est en dessous ici est de la même grosseur que celui-là, ça veut dire qu'il est égal. C'est que la portion qui reste ici, ça va être à l'origine de l'itération suivante, mais ici, on ne calcule plus rien dessus. Fait qu'à la fin, vous voyez que les montants sont de plus en plus petits. Puis ce qu'on a rentré dans le modèle, admettons que c'est 100 millions de dollars, bien, va être égal à ce qui sort du modèle. En valeur ajoutée au prix de base pour le Québec, en taxes indirectes nettes de subventions pour les gouvernements, puis en fuite. Ça veut dire quoi? De façon imagée, c'est que si vous rentrez 100 millions dans le modèle, en retombée économique pour le Québec, il va sortir nécessairement quelque chose qui est inférieur à 100 millions, à cause de ça ici, à cause des fuites. Le modèle est intéressant aussi parce qu'il nous permet d'isoler l'effet des premiers fournisseurs, donc ceux qui reçoivent vraiment le montant d'argent touristique. Bon, on vient de voir le fonctionnement du modèle intersectoriel, mais connaître le fonctionnement d'un modèle, ça ne sert à rien si on ne connaît pas ses limites et ses hypothèses. Donc, une analyse d'impact économique rigoureuse demande une bonne connaissance du fonctionnement du modèle. Ça, l'ISQ, on prétend l'avoir. Des données fiables et pertinentes qui sont apportées par le client, puis une capacité d'interpréter les résultats qui sont obtenus en fonction des limites et des hypothèses dont je vais vous faire part. Là, j'ai marqué le client, mais il y a aussi l'ISQ qui est un peu là-dedans. Il faut faire l'éducation un peu là, des gens, les expliquer le modèle, puis jusqu'à où ils peuvent aller dans les résultats. Mais une fois qu'on a fait ça, ben, la responsabilité est au client de bien diffuser l'information par la suite. Donc, hypothèse du modèle. Le modèle intersectoriel est basé sur les tableaux entrées-sorties de l'économie du Québec pour une année donnée. Donc, c'est une photo de l'économie du Québec. On n'est pas en train de tourner un film, là. Donc, étant donné que c'est une photo de l'économie du Québec, pas de régionalisation dans le modèle. Les relations intersectorielles, étant donné que ces tableaux-là sont fixes, les relations intersectorielles puis les parts de marché sont fixes puis indépendantes du niveau de production des secteurs d'activité. En gros, il y a absence d'économie d'échelle, donc c'est un modèle qu'on dit de linéaire. Ça veut dire quoi en gros? Bien, ça veut dire que toute chose étant égale par ailleurs, un choc de 10 millions de dollars, par exemple, dans le secteur de l'hébergement, va être égal à 10 chocs de 1 million de dollars dans le secteur de l'hébergement. C'est une limite, c'est aussi un avantage pour nos clients parce que ça lui permet de faire des règles de 3 sur des tableaux de résultats, en fait. Ça lui évite de faire trop de simulations avec nous autres, dans le fond. Et il y a absence d'économie d'échelle. Je marque l'importance des dépenses marginales. Si vous avez un secteur d'activité dont sa valeur de production au brut est d'1 milliard de dollars, puis vous simulez 1,1 million, 1,1 milliard, c'est bien. Si vous simulez 10 milliards de dollars, il pourrait avoir un bon problème dans le sens où une entreprise qui vient 10 fois plus grosse ou un secteur d'activité qui vient 10 fois plus gros, il y a lieu de croire qu'il va changer ses méthodes de production un peu. Donc, c'est pour ça qu'on dit l'importance de dépenses marginales. Plus la dépense est marginale par rapport à l'importance d'un secteur d'activité, plus les résultats vont être fiables. On continue sur les hypothèses. Le modèle ne prend pas en considération la notion de temps. Donc, c'est un modèle qui est statique. Comme je vous disais, on prend une photo, on ne tourne pas un film.
Et vu que c'est un modèle qui est statique, il considère toute injection de dépenses comme il se réalisait au complet dans l'année courante. Donc, si vous avez des dépenses une dépense d'investissement sur 5 ans, le modèle n'est pas capable d'estimer dans le futur qu'est-ce qui vont être les tables d'impôt, qu'est-ce qui va être la taxe. Tout ça. Donc, plus on s'éloigne du temps T, dans le fond, plus les résultats pourraient être problématiques. Donc, plus on s'éloigne dans l'avenir, plus l'avenir est incertain, donc il faut faire attention de ce côté-là. Donc, importance de simuler les dépenses de court terme. Le modèle ne tient pas en compte le phénomène de rareté, donc rareté des ressources. Comme il n'y a pas de rareté, il n'y a pas d'effet relatif sur les prix, et comme il n'y a pas d'effet relatif sur les prix, il n'y a pas de substitution entre les intrants. Donc, ça va pour ça. Et le modèle ne calcule pas les effets induits. Donc, les effets induits, c'est quoi? Dans le diagramme que je vous montrais tout à l'heure, il y avait des portions de salaire et traitement. Le modèle, lui, calcule l'impôt sur les salaires et traitements, puis arrête là. Mais il ne va pas prendre ces salaires et traitements-là et les rediriger comme dépenses de consommation des ménages dans le modèle. Le modèle, en fait, l'Institut et le modèle ne calculent pas ça, les effets induits. Maintenant qu'on a vu les hypothèses, on va aller avec un exemple d'application d'une simulation d'une tranche de 100 millions de dollars en dépenses touristiques des visiteurs américains au Québec pour l'année 2010. La structure de dépenses qui a été utilisée, en fait, a été développée en collaboration là, par Tourisme Québec puis l'Institut de la statistique du Québec. En fait, c'est cette structure de dépenses-là qui est utilisée à toutes les années par le ministère pour calculer les retombées économiques, là, qui diffusent, par exemple, dans le bilan du tourisme. Ici, là, en fait, ce qu'on voit ici, c'est la structure de dépenses initiale, donc ce qu'on va injecter dans le modèle, et par bien et service, en pourcentage, puis en millions de dollars. Donc, on pourrait s'y attendre, là, il y a à peu près 60% de la dépense, là, j'ajoute le 37, le 16, puis le 5,3 ici. Là. Il y a à peu près 60% de la dépense qui vont pas à l'hébergement et restauration. On s'attendait pas mal à ça. On va voir maintenant comment la structure de la demande, donc cette affaire-là ici, comment ça va influencer ou déterminer les résultats qu'on va avoir un peu plus loin. Donc, ça, c'est les fameux chiffres, hein, les chiffres de retombées dont on parle tout le temps. Ça représente la retombée, en fait, économique. Je l'ai divisé en trois, là, la retombée sur la main-d'œuvre, la retombée économique à proprement parler, puis les fuites. Je vais vous décrire l'effet total, là, ici. Là. Donc, sur un 100 millions de dollars qui est injecté dans le modèle, on a une charge de travail de 1368 emplois en année personne. Là, je dis charge de travail parce que le modèle ne calcule pas des emplois créés, il ne calcule pas des emplois soutenus, il ne calcule pas des emplois maintenus, il calcule des charges de travail. Pour en venir à de l'emploi créé, des emplois soutenus, ce genre de choses-là, ça prend un travail supplémentaire d'un analyste là-dedans. Parce que ça dépend de bien des choses. Par exemple, où va être injectée la dépense, dans quelle région, les taux de chômage, ce genre de choses-là. Ça prend une analyse plus poussée. Ce que le modèle peut vous dire, c'est que c'est une charge de travail pour 1368 personnes. Le move par après d'aller dire que c'est de l'emploi créé, ça, il faut qu'il y ait quand même un travail d'analyste fait là-dessus. Donc, 1368 emplois personnes pour une valeur ajoutée, donc la retombée économique qu'on appelle au prix de base de 65,1 millions, des taxes indirectes de 13,5 millions et puis des subventions de 1,6. Les subventions, pourquoi? Bien, par exemple, dans le modèle, on a vu que les revenus sont égaux aux dépenses. Mais dans certains secteurs, par exemple le transport en commun, bien, les revenus sont pas mal plus petits que les dépenses. Ce qu'il faut que ça prenne une subvention pour compenser les deux. Donc, quand un touriste américain, par exemple, prend le transport en commun, bien, il y a une partie dans le modèle qui est calculée en subvention, parce que le gouvernement doit verser une subvention à ce secteur d'activité-là, ou une contribution gouvernementale, là, peu importe comment on appelle ça. Puis on a des fuites aussi. Donc, on vient de déterminer la retombée, les fuites, et puis la retombée sur la main-d'œuvre. Ici, là, je voulais l'imager un peu plus. J'ai pris les mêmes chiffres. Parce que je voulais seulement vous présenter qu'on était capable d'isoler, encore une fois, les premiers fournisseurs. Donc, ça, c'est vraiment c'est vraiment la gang qui reçoivent les montants des touristes. Donc, c'est ceux qui produisent ces biens-là ici. On est capable de les isoler vraiment pour savoir, par exemple, les touristes en tant que tels, là, ben, qu'est-ce qu'ils payent comme taxe? Parce que ça, ici, c'est les fournisseurs. Donc, par exemple, si on prend un touriste qui va au restaurant, bien, la taxe qu'il paye au restaurant va se retrouver ici. Mais la taxe que le restaurant paye sur ses inputs va se retrouver ici. Donc, une petite distinction. Là, j'ai pris les mêmes chiffres, donc l'effet total, et puis je l'ai mis en ordre. Donc, la valeur ajoutée au prix du marché, dans le fond, c'est comme la valeur ajoutée normale, mais on l'ajuste pour tenir compte du gouvernement. On ajoute les taxes, mais on enlève les subventions. Puis les fuites. Donc,
Comme je vous disais tout à l'heure au début de ma présentation, le modèle fait deux choses. La première chose qu'il fait, importation, ce qui reste au Québec, il détermine les deux. Puis ensuite de ça, il ventile les retombées, on va le voir. On peut parler de contenu québécois, donc à 77 %. Donc sur le 100 millions de départ, c'est pour ça que j'ai fait 100 millions, là, ça se met en pourcentage, ça se met assez bien en pourcentage. Sur le 100 millions de départ, il en reste 77 millions au Québec, puis 23 millions en fuite. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la dépense touristique, c'est pas égal à la retombée. On entend trop souvent ça. La dépense touristique est égale à la retombée. La dépense touristique, c'est l'injection de dépenses initiales. Avant d'avoir la retombée économique, il faut que ça passe d'un modèle, soit d'entrée-sortie ou soit d'un modèle d'équilibre général calculable, mais il faut que ça passe dans un modèle quelconque. Bon, je vous disais qu'il sépare premièrement ce qui reste au Québec puis ce qui est produit au Québec puis ce qui s'en va en importation. Bien, il est capable de le ventiler aussi, le modèle. Donc ça, c'est un tableau qui est assez intéressant parce que j'ai ventilé le 65,1 millions de valeur ajoutée que j'avais dans mon tableau, puis mon 1368 emplois avec mes salaires ici. Là. Je l'ai ventilé par secteur d'activité en ordre décroissant, donc les secteurs qui sont le plus contributeurs, si vous voulez, en valeur ajoutée. Donc ici, on voit que dans le 65,1 millions de retombées pour le Québec, c'est le secteur de l'hébergement qui s'accapare la plus grande partie de la retombée. Donc à raison de 25 millions, puis 8,8 pour le secteur de l'hébergement. Pour le secteur de restauration, excusez. Bon. C'est intuitif, on s'attendait pas mal à ça, là, parce que l'injection de dépenses initiales, on avait de l'hébergement et de la restauration à 60 %, puis on s'obtient une bonne retombée de ce côté-là. Mais maintenant, on est capable de le chiffrer. Donc, dernier tableau, rapide, c'est le tableau préféré de bien du monde, les revenus du gouvernement. En fait, comme je vous disais, on est capable d'estimer les revenus du gouvernement sous forme d'impôts, de taxes et puis de parafiscalité. Là, je vous fais part des chiffres, là, au pire, je vous enverrai les tableaux. Juste une chose là-dessus, la parafiscalité, essayez de ne pas rentrer ça dans les revenus du gouvernement. Ça va dans des fonds dédiés. Ça attend qu'il se passe quelque chose. Par exemple, la CSST, ça attend que quelqu'un se blesse avant de sortir l'argent de là. Donc, le gouvernement ne peut pas faire ce qu'il veut avec ces sommes-là. Donc, il faut faire attention ici. Là, ça ne devrait pas être techniquement calculé comme une retombée économique. En fait, comme un revenu pour le gouvernement. Et puis là, je termine sur trois choses. En fait, les choses que je jugeais les plus importantes dans la présentation. La responsabilité de l'ISQ, donc le rôle de l'ISQ, se limite à l'exploitation du modèle pour évaluer l'impact initial des dépenses qui sont données par le client. Fait qu'il est du ressort des utilisateurs de s'assurer de la qualité de l'information qui nous est transmise. On peut en jaser qu'avec les clients, ça, il n'y a pas de problème. Là. Mais la saucisse, en fait, la viande, la saucisse, c'est du ressort de nos clients. Donc, l'importance du travail de l'analyste dans la collecte des données. Ensuite de ça, la fiabilité des résultats est en étroite relation avec la qualité de l'information qui rentre en dedans. Soyez conservateur et transparent dans vos études d'impact. Ça règle bien les problèmes dans ce temps-là. Puis en fait, je terminerai en disant que le modèle intersectoriel du Québec est l'outil par excellence pour produire des estimations marginales de court terme dans le cadre d'une analyse d'impact économique de l'économie du Québec. Merci beaucoup. Avant de passer aux questions, je demande à Jean-Marc Bergevin, qui est consultant aguerri dans la pratique des études d'impact économique et qui est président du Bureau d'études stratégiques et techniques en économie, de vous adresser la parole. Jean-Marc. Bon après-midi tout le monde. Merci effectivement à la Chaire de nous avoir invités à présenter ici avec Sébastien, avec qui je travaille très régulièrement. Dans l'intérêt du professeur Dwyer, j'aimerais spécifier que effectivement, on a déjà eu dans le modèle intersectoriel de façon intégrée l'option de faire des effets induits, donc de calculer l'effet de l'accroissement des revenus des ménages dans le modèle intersectoriel. Cette option a été abandonnée parce qu'on trouvait que ça donnait lieu à une surestimation des impacts économiques. Il faut faire une analyse du marché du travail pour se permettre de mettre des effets induits. Si vous êtes en plein emploi, et croyez-le ou non, ça a déjà été le cas au Québec, si vous êtes en plein emploi ou dans certaines régions où les choses vont bien, comme dans la mairie de Québec, eh bien, les effets induits n'auront pas lieu parce qu'effectivement, vous allez avoir simplement un déplacement de demandes, d'emplois, par exemple, plutôt qu'une création de nouveaux emplois. Donc, sa surestimation, on ne le fait plus aujourd'hui. Oh, pardon. Aujourd'hui, je voulais vous entretenir rapidement, sommairement, des études d'impact au Québec, la théorie et les pratiques. Je vais commencer par la fin, je vais vous dire tout de suite, il n'y a pas de méthodologie uniforme au Québec.
Et ça donne lieu d'ailleurs à un peu des pratiques qui finalement sont très hétérogènes et ça crée certains problèmes, notamment on n'utilise pas toujours les bonnes affaires. Sébastien vient de donner tout à l'heure un exemple, je m'en sers comme introduction. Il nous disait, bien, mettez pas la parafiscalité dans les impacts économiques quand vous ajoutez les impacts fiscaux du gouvernement. En fait, la réalité, c'est que la plupart d'entre nous sur le marché, on les met parce qu'effectivement, le voisin les met, puis ça serait au détriment de notre client de ne pas les mettre. Mais il a absolument raison. Ce n'est pas un impact, c'est pas un gain net pour le gouvernement, la parafiscalité. C'est lié à notre filet social. Ce sont des argents qui sont engagés dans des dépenses qui vont être réalisées. Il n'y a pas de surplus à ce que je cherche à la CSST ou dans le programme de congé parental. Donc, on ne doit pas mettre ça là-dedans. Il y a également, je vous avertis tout de suite, il y a certaines redondances, bien sûr, dans notre présentation, mais je pense que c'est un peu normal. Alors, le plan de présentation, c'est que je voulais vous parler du quoi. Qu'est-ce que c'est qu'une étude d'impact? Bien sûr, Sébastien vient d'en parler en long et en large, ça ne sera pas long. Je vais vous parler du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait une étude d'impact? Encore une fois, je pense que Sébastien a quand même cerné les conseils. Les concepts, je vais essayer de passer rapidement là-dessus. Je vais surtout vous parler du comment, mais comment au sens de la pratique. Comment est-ce qu'on va chercher l'information pour faire des études d'impact économique et plus spécifiquement des études d'impact économique dans le domaine du tourisme. Ensuite, on va vous parler des pratiques au Québec. Le modèle qu'on utilise en opposition, si vous voulez, à la théorie économique, ce que je vais vous présenter dans le comment. Et par la suite, on va tirer des conclusions là-dessus. Alors, comme disait Sébastien tout à l'heure, l'étude d'impact économique, elle commence d'abord à permettre d'apprécier l'impact d'une dépense dans l'économie. Elle sert à mesurer une chose, essentiellement, le nombre d'emplois puis la création de richesse. La valeur ajoutée, dont Sébastien nous disait tout à l'heure, c'est équivalent au concept de création de richesse. Alors, vous comprendrez, de plus en plus, je vous dirai que dans nos économies aujourd'hui, dans le monde politique, on nous parle de création de richesse. L'objectif de nos gouvernements, c'est la création de richesse. Et du même coup, les études d'impact économique prennent leur sens, finalement, puisque ça sert à mesurer la création de richesse et la création de l'emploi avec les bémols qui s'imposent, comme le disait tout à l'heure Sébastien, c'est-à-dire qu'on s'entend qu'il faut faire une analyse, il faut jauger les choses. Ce n'est pas parce qu'une étude d'impact économique vous dit qu'il va y avoir création d'emplois. Au départ, le modèle est statique. Si vous regardez le marché du travail et qu'il y a plein d'emplois, et il faut en tenir compte, s'il y a déjà plein d'emplois, vous ne pouvez pas surchauffer une économie, passer le plein emploi, par exemple. Mais remarquez que c'est un problème qu'on vit rarement de nos jours. Hein? Alors, bien sûr, le modèle sert aussi à calculer, comme le disait Sébastien, les taxes indirectes et la fiscalité, des choses qui sont utiles pour souvent justifier l'obtention de subventions. Alors, vous allez avoir un promoteur qui va dire, voici, moi, je voudrais avoir une subvention, puis regarde, si je fais mon projet, cher gouvernement, ça va te rapporter tellement que tu devrais me le donner. Tu devrais me donner une subvention pour faire mon projet. Alors, allons voir le pourquoi. Bien, la naissance du modèle intersectoriel, la création des modèles intersectoriels, ça a été fait d'abord comme instrument de statistique comparée. C'était pour que les gouvernements puissent comparer deux états de la situation et savoir où ils étaient pour mettre leur argent. En fait, le modèle intersectoriel a été introduit au Québec dans la période de la Révolution tranquille, au moment où on avait énormément d'allocations de fonds à faire. Le gouvernement était très interventionniste et on cherchait à orienter, à savoir, est-ce qu'on doit développer une filière, par exemple, d'énergie, une filière de l'acier ou des choses comme ça. Et le modèle servait à la prise de décision. On comparait un investissement de 100 millions dans un secteur avec un investissement de 100 millions dans un autre secteur, et là, on pouvait faire le différentiel entre les deux. C'est d'abord pour ça que ça a été développé, le modèle intersectoriel, par M. Léon Thief, pour ceux qui l'ont. Qui est d'ailleurs venu inaugurer notre propre modèle au moment où on l'a lancé. Nous étions à l'avant-garde à l'époque des modèles intersectoriels. Alors, donc, l'étude d'impact économique, ici, on parle de mesures de performance dans ce congrès, bien, ça renseigne des indicateurs de performance, mais ceux qui sont liés finalement aux choses économiques. Donc, ça renseigne encore une fois sur la création de richesse, sur l'emploi puis sur la fiscalité. Donc, sous cet angle, mais ce n'est pas le seul angle qu'on doit regarder. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui parlait de développement durable. Bien, si vous regardez le développement durable, c'est certainement pas par la création de richesse tout court que vous allez savoir si l'investissement est pertinent ou non. Ce sont des critères de décision qui sont propres aux aspects économiques d'un projet ou d'un festival, d'un événement ou d'un investissement. Alors, le gestionnaire
le plan de fonds publics peut utiliser ces critères-là selon ce qu'il veut faire. Alors, par exemple, si vous voulez faire, j'ai mis l'exemple du plan Nord, qui est bien à la mode encore aujourd'hui, et d'un festival ou événement. Si vous faites un investissement dans le plan Nord, vous avez, selon toute probabilité, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée, mais que le nombre d'emplois qui est créé est relativement limité. Donc, on crée peu d'emplois, ils sont bien payés, puis comme vous le savez, ils vont être décentralisés, c'est-à-dire ils vont être dans le nord du Québec, bien que les gens vont venir ici. Et puis en contrepartie, vous allez regarder un investissement dans le domaine touristique, et là, vous allez trouver un très grand nombre d'emplois, avec une valeur ajoutée qui, à la limite, pourrait être équivalente, mais des emplois moins bien rémunérés. Alors, selon ce que vous voulez faire, comme si en ce moment, dans la région de Montréal, vous regardez votre marché du travail comme gouvernement, vous pouvez dire, bien, hey, c'est de l'impact touristique dont j'ai besoin. J'ai beaucoup de gens qui ont un niveau d'instruction relativement faible, mais qui ont besoin de travailler. J'investis ici, plutôt que le plan Nord. Mais en fait, souvent, les deux ne sont pas compatibles. C'est une question de degré. Hein? Qu'est-ce qu'on met à un, qu'est-ce qu'on met à l'autre? Alors, la deuxième chose, ça sert à justifier, c'est-à-dire contribuer en quoi est-ce qu'effectivement les fonds que j'ai utilisés, les fonds publics généralement, contribuent à ma mission. Alors, si vous êtes Tourisme Québec, en principe, vous avez une mission de créer de la richesse pour le Québec avec l'argent que vous donnez. Donc, vous donnez de l'argent à une subvention à un festival, vous voulez savoir en quoi, finalement, est-ce que ce festival contribue à la création de richesse au Québec. Et donc, est-ce que j'ai bien utilisé l'argent du public en lui donnant de l'argent pour cette cause? Et puis là, vous pouvez comparer vos différents projets, vos différents événements et décider de l'allocation des ressources entre les différents groupes. Souvent, on travaille par enveloppe budgétaire, n'est-ce pas? Alors, ça sert à ça. Alors, je veux signaler quand même encore une fois que les motifs pour l'utilisation des fonds publics sont multiples. Les indicateurs de performance aussi sont multiples. Alors, je voudrais parler de la participation populaire, par exemple. La participation touristique, la participation féminine peuvent être des objectifs pour un événement tout aussi bon, finalement, qu'un objectif économique. Alors, ça ne veut pas dire un petit impact. Je tiens à insister là-dessus parce que nous, les économistes, quand on fait des études d'impact, nos clients veulent avoir des grands impacts. Hein. Tout à l'heure, M. Dwyer parlait que le ministre avait dit « j'en voudrais 11, être 10e plutôt qu'11e, je vais être dans le top 10 ». Bien, on a toujours cette pression. Mais un événement qui n'a pas beaucoup d'impact économique, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Hein? Alors, dans les faits, là, je vais vous donner l'exemple suivant. La fête nationale. Bien, la fête nationale, on fait ça pour des touristes. On ne fait pas ça pour des touristes, on fait ça pour nous autres. La fête nationale, ça n'a pas d'impact économique. C'est tout de l'argent local dépensé par des locaux pour l'essentiel. Bien sûr, les touristes sont bienvenus, mais dans les faits, ça n'a pas d'impact économique ou à peu près pas. Pourtant, y a-t-il quelqu'un ici qui me dirait que subventionner la fête nationale, c'est une hérésie parce que ça n'a pas d'impact économique? Je ne pense pas. Hein? Il va de soi que ce n'est pas le seul critère. C'est très important de garder ça à l'esprit. Je vous dirais, malheureusement, je trouve que dans le monde des festivals et événements, dans le domaine du tourisme, on n'en a pas assez bien développé les indicateurs pour comprendre correctement ce à quoi servent nos investissements dans les festivals, événements et autres. Et ça, c'est très important. Je pense qu'on doit développer ça dans le futur. Ça tient à la planification stratégique en général aussi. Donc, absence de vision stratégique, absence d'objectifs stratégiques, absence d'indicateurs stratégiques, et donc problème. Le comment. Alors, toute dépense engendre de l'activité économique. Quand on fait une étude d'impact économique, notre objectif, c'est de calculer les impacts économiques qui n'auraient pas eu lieu dans une région, n'eût été la tenue, par exemple, moi je vais utiliser l'exemple d'un festival et événement pour simplifier la chose. Donc, n'eût été la tenue d'un festival ou un événement. Cet impact découle des dépenses financées par de l'argent neuf. Et qu'est-ce que c'est que l'argent neuf? Bien, c'est l'argent qui est dépensé par des touristes, hein, par des visiteurs, qu'on dit centrés, c'est-à-dire les visiteurs qui ne seraient pas venus ici ou dans la région à l'étude, donc prenons Montréal là, pour se simplifier la vie, ici, n'eût été de la tenue du festival ou de l'événement à l'étude. Ça, c'est très important et c'est très central. Vous allez voir pourquoi, quand on parle tout à l'heure des pratiques au Québec, c'est pas comme ça, malheureusement, que ça se fait. La question est également très importante. La plupart du temps, on obtient ça dans des sondages. On va demander aux gens, on fait un sondage, on rencontre les gens, on leur pose une question, on dit « n'eût été », la bonne question à poser, c'est « n'eût été du festival ou de l'événement qu'on veut mesurer, disons le festival de jazz, seriez-vous venu dans la région, seriez-vous venu à Montréal, n'eût été de la tenue du festival de jazz ». Si la personne nous répond non, c'est un gain net pour la région, clairement. C'est un gain net pour le Québec, c'est un gain net pour le Canada. Évidemment, la personne, selon l'origine de l'individu,
La personne ne serait pas venue autrement. On n'aurait pas eu cet argent-là à Montréal. On n'aurait pas pu faire rouler notre économie avec. Par contre, la contrepartie à ça, c'est que s'ils répondent oui, on ne met pas leurs dépenses. Alors, l'argent neuf, c'est un concept qui requiert finalement une analyse, une perspective géopolitique. Dans certains cas, pour certains, l'argent neuf, c'est si on se place dans la position de Montréal, l'argent neuf, par exemple, ça peut être l'argent de Québec ou de quelqu'un de l'Abitibi qui vient dépenser dans la région de Montréal. Ça ajoute à la richesse de la région de Montréal si on définit notre entité de base comme étant cela. Cependant, si votre position, vous êtes un gestionnaire pour le gouvernement du Québec, le fait que Montréal, finalement, reçoive de l'argent du Québec, de Québec ou de l'Abitibi, c'est du brassage du même argent, c'est de la richesse qui se déplace dans la province. La chose qui vous intéresse vraiment, as-tu été capable d'aller me chercher de l'argent à l'intérieur de notre panier au Québec, c'est-à-dire dans le reste du Canada ou aux États-Unis ou à l'étranger? Ça contribue à la création de richesse pour nous autres. C'est là que on avance pour de vrai. Et par la suite, ça ne veut pas dire en passant qu'on ne doit pas faire de développement économique régional. Là. C'est pas ça que ça veut dire du tout. Ça n'empêche pas que chaque région a le droit d'essayer d'améliorer son lot. Ce que ça veut dire simplement que selon la perspective où on se place, ce n'est pas les mêmes paramètres qui comptent. Et si vous montez à l'échelle du niveau du Canada, eh bien, l'argent neuf, c'est celui qui provient de l'extérieur du Canada. Quand on est identifié pour un festival, les visiteurs centrés, les dépenses des visiteurs centrés, toutes les dépenses de voyage du visiteur centré, doivent être créditées au festival. Alors, si quelqu'un est venu ici, a dépensé à Montréal pour le festival de jazz, il a dépensé 1 000 $, formidable. Maintenant, disons qu'il a dépensé 100 pièces par jour, il est venu 6 jours au festival de jazz, donc il a dépensé 600 pièces dans la région. Il est allé faire un petit tour à Québec, et puis notre visiteur, c'est un Français, fait que nécessairement, il est allé aux Chutes Niagara. Donc, en quelque part, il a fait 2 jours en Ontario, 2 jours dans une autre ville du Québec, puis 6 jours à Montréal. Bien, souvent, quand on calcule l'impact économique, à ce moment-là, on dit impact dans la région, 6/10 de sa dépense, 2/10 dans le reste du Québec, de plus, puis 2/10 hors Québec, donc dans ce cas-là, en Ontario. Bon, si vous faites l'étude, le gouvernement du Québec, vous pouvez laisser tomber le hors Québec. Le hors Québec, comme le monsieur voulait enlever le drapeau du Canada tantôt. Mais si vous travaillez pour le gouvernement du Canada, avec Développement économique Canada, vous allez vouloir leur dire, bien, ça, c'est un impact. Il y a quelqu'un qui a travaillé en plus du côté du gouvernement, du côté de l'Ontario. Donc, eux vont en prendre en compte dans leur calcul, parce qu'ils vont dire, oui, c'est bon. Si un Français crée de l'emploi en Ontario suite au Festival de jazz, en principe, Développement économique Canada sont contents de ça. Bon, le temps commence à nous rattraper. Alors, doit-on inclure les dépenses d'organisation? Donc, on ne doit pas inclure les dépenses qui sont faites par, finalement, les autres visiteurs, seulement que les visiteurs centrés. Et au Québec, on inclut souvent les dépenses d'organisation. Je vais à la mèche un peu. Les dépenses d'organisation, elles sont prises en compte en passant dans le vecteur de dépenses des ménages ou des visiteurs. Quand on demande aux visiteurs dans les sondages, on dit qu'est-ce que vous avez dépensé? Puis on a différentes catégories de dépenses. Et puis là-dedans, il y en a une qui s'appelle la dépense de divertissement et loisirs. Bien, l'achat de billets pour participer à des spectacles, l'achat de souvenirs et tout ça, des produits dérivés, c'est dans cette dépense-là. Donc, en simulant avec le vecteur de dépenses, nécessairement, on prend en compte l'achat de billets qui a servi à financer une partie des dépenses d'organisation. La partie pertinente, c'est la partie qui a été financée par les dépenses des visiteurs, donc des visiteurs centrés, donc des gens qui viennent de l'extérieur, qui ajoutent à notre lot. L'information requise pour le calcul de retombées économiques, comme je l'ai déjà dit, évidemment, ça vient par les sondages. Là, il va y avoir un atelier, je pense, qui s'adresse spécifiquement aux problématiques des sondages. Donc, je ne vais pas couvrir ça, autre que pour vous dire que, malheureusement, souvent, quand on fait des études d'impact économique, on oublie de mentionner impact économique et les sondages liés aux impacts économiques, on oublie de mentionner qu'il y a une marge d'erreur là-dedans. Et elle peut être considérable, la marge d'erreur. Alors, il faut faire attention quand on étudie les tendances et tout ça et tenir compte de la marge d'erreur de notre sondage, qui est souvent pas calculée, et à raison, c'est extrêmement compliqué de calculer ces marges d'erreur-là. Dans la plupart des cas, ce n'est pas 1 sur racine carrée de n. Là. Ceux qui font des stats, c'est la méthode de Monte Carlo, puis il n'y a personne qui fait ça, je vais vous le dire tout de suite. C'est trop compliqué. C'est académique, je pense. En pratique, je n'ai jamais vu faire ça. Alors, l'information dont on a besoin pour faire ça, c'est le nombre de visiteurs centrés et finalement les dépenses touristiques par visiteur ou, si vous voulez, les dépenses totales des visiteurs centrés.
Alors, ça va vous sortir quelque chose comme ça. Vous allez avoir des dépenses d'hébergement, 11 millions, 12 millions à peu près pour la nourriture et boissons, et ainsi de suite. Là, vous devez faire un peu d'alchimie pour décomposer ça, comme l'expliquait tout à l'heure Sébastien, et vous entrez ça dans la fameuse boîte, la boîte noire ou la machine à saucisses du ministère. Et puis là, il vous sort une synthèse d'impact économique à partir des dépenses de 33 millions. On obtient 25,3 millions de création de richesse ici et 589 emplois équivalents, en équivalent temps plein, la notion étant que si vous avez 4 personnes qui travaillent 3 mois, ça vaut une personne à temps plein. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à ce calcul. Je vous signale tout de suite que dépenses touristiques n'égalent pas, les dépenses touristiques des visiteurs centrés, encore moins qu'un impact économique. On voit ça très souvent dans le milieu. Malheureusement, ce n'est pas comme ça pantoute. Il y a d'autres façons d'estimer les impacts économiques. Tout à l'heure, le professeur Dwyer a été très éloquent pour nous en parler. Et finalement, je vous invite, il y a un papier d'André Lemelin qui est sur le site de l'ISQ qui en fait état. Il fait état de tous les modèles dont a parlé M. Dwyer. Peut-être pas de l'avantage coût, mais certainement, lui aussi favoriserait, et moi aussi d'ailleurs, un modèle d'équilibre général, mais ça coûte des sous. Hein? Si on en avait un, c'est lui qu'on prendrait, je peux vous le dire. Mais le modèle intersectoriel, il est super. La régionalisation des résultats, tout à l'heure, on disait, c'est pas régionalisé. Mais dans le cas du tourisme, dites-vous une chose, la plupart des régions ont la structure industrielle pour alimenter, finalement, les dépenses touristiques. Écoutez, c'est de l'hébergement, c'est de la restauration, c'est du commerce de gros, c'est du commerce de détail, c'est des arts et spectacles. Tout le monde a un gratte de guitare dans son coin, ou bien il fait venir des artistes s'il veut, et ainsi de suite, puis on arrive à produire le service partout. Mais au cas où vous auriez des doutes, puis que vous vouliez régionaliser, il y a une méthodologie qui a été développée par Camille Courchaine et Gilbert Martin, qui est peut-être sur le site Internet du ministère. Les pratiques au Québec, je vais essayer d'aller rapidement, mais vous allez voir que c'est quand même assez disparate par rapport à ce que je viens de vous présenter. Au Québec, en règle générale, on inclut 100 des dépenses des visiteurs centrés, 50 des visiteurs qui sont venus partiellement, c'est-à-dire qu'on demande aux gens, êtes-vous venus principalement pour le festival, partiellement pour le festival ou pas du tout? Ceux qui ont dit partiellement, on met 50 de leurs dépenses de voyage. Puis on inclut en plus, dans la plupart des cas, 100 des dépenses d'organisation. Si vous pensez que ça a un petit impact, regardez seulement celui-ci. Ça, c'est un vrai cas, un projet, un programme, un festival, je pense, là, le Festival X, je l'ai appelé. Dans son cas, voyez-vous, ça donne 13 millions, l'impact économique réel, des dépenses touristiques, c'est-à-dire, ce n'est pas l'impact économique, pardon. Les dépenses touristiques admissibles au calcul des retombées auraient dû être de 13 millions, mais dans les faits, comme on a mis 50 du 52 millions, on a simulé sur 39 millions. Légère différence. Ajoutez à ça le fait qu'on a mis en plus des dépenses d'organisation. Un autre exemple, l'événement Y. Alors, 7 millions aurait dû être l'impact économique, la dépense touristique admissible au calcul des retombées. On a fini avec 30,8 millions avec la méthode en usage au Québec. 4 fois. Rajoutez à ça les dépenses d'organisation, c'est encore pire. Eh bien, quand vous avez vu M. Montmarquette et M. Lemelin faire une sortie dans les journaux l'année passée, c'est là de ça dont ils parlaient. Alors, c'est certain que ça amène la crédibilité de nos études que de finir avec des résultats comme ça. Et à défaut, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui nous manque, c'est une méthode rigoureuse de faire le calcul des retombées économiques que tout le monde accepte et utilise. Alors, le deuxième point que j'aimerais vous signaler, pour empirer la chose, c'est qu'entre ces deux événements-là, c'est des événements qui se sont tenus concurremment. Et il y a 30 des clientèles qui ont été communes aux événements. Ça veut dire ça que pour les clients, il y en avait que vous comptiez à 100 d'un côté puis à 50 de l'autre. Dans ce cas particulier-là, je vous dirais, on en a parlé avec le client, puis c'est une des rares fois où on a pu mesurer ça parce qu'on a fait les deux événements en même temps pour la même firme. Et donc, ils l'ont enlevé. On l'a enlevé, ça, finalement. Il n'était pas enlevé dans le tableau que je vous ai montré, mais dans le final, il l'était. Cependant, les gens qui étaient là, ils ont été à d'autres festivals et événements. Donc, ils ont été comptés ailleurs. Donc, ils ont eu encore 50 de plus. Les conséquences, c'est que les décideurs n'ont pas l'information juste pour distinguer les produits d'appel de ceux qui meublent l'expérience touristique, ce qui est très important. Hein? Fait que ce qu'on veut, là, vraiment, c'est nous autres, savoir des gens qui nous amènent du monde de l'extérieur du Québec. Venez vous en dépenser chez nous puis créer de la vraie richesse. Les autres, là, ils ne sont pas nuls. Quelqu'un qui meuble l'expérience touristique, vous le savez que c'est important. Il faut que nos touristes qui sont déjà ici aient de quoi faire. Mais le produit d'appel, ça vaut de l'or.
Impossible de savoir si un festival contribue correctement à ta mission, si vous êtes Tourisme Québec ou une ATR, parce que là, vous avez noyé le poisson avec les gens qui étaient de toute façon là. Vous n'avez pas pris seulement ceux qui étaient venus pour votre événement. Et puis, en plus, la population puis le contribuable, hein, quand on fait rapport de l'utilisation des fonds, ça devient boiteux, là. Alors, la conclusion, c'est que les études d'impact qui ont un rôle à jouer qui est bien particulier, puis en fait, des vrais substituts, on n'en a pas au Québec. Alors, je vous dirais que le modèle intersectoriel du Québec, ça travaille très bien dans le domaine du tourisme. En plus, les problèmes d'effet d'offre dont on parlait tantôt, de substitution, en général, ils n'ont pas lieu parce qu'on travaille à petite échelle. Tu sais, quand on investit, mettons, quand on parle de dépenses touristiques de 20 millions de dollars dans l'économie du Québec, ou même dans l'économie de 3,3 milliards de dépenses touristiques qui viennent de l'étranger et de 3,9 milliards de dépenses touristiques des Québécois au Québec, vous comprendrez qu'on n'est pas là en train de bouleverser tout le monde entier puis qu'il va y avoir des effets de prix puis de substitution énormes. Donc, le modèle donne des résultats qui sont quand même valables si on traite les bonnes informations. Ensuite, seules les dépenses des visiteurs centrés doivent être prises en compte. C'est ça la bonne information. La théorie économique est sans ambiguïté. Unanime sur ce point, c'est très rarissime, ça. Hein? On the one hand, on the other hand, on veut toujours couper un bras à un économiste parce qu'il nous donne toujours une histoire d'un bord et l'histoire de l'autre. On ne sait plus où donner de la tête. Dans ce cas-là, on est tous unanimes. Le Québec a besoin d'un guide méthodologique pour le calcul des impacts économiques. C'est ma conclusion. Il faut que ce guide-là soit appliqué et reconnu par tous. Moi, je souhaiterais qu'il y ait des leaders comme la Chaire de tourisme, que Tourisme Québec, que Industrie Canada, bien aujourd'hui, plus Développement économique Canada, qui s'assoient ensemble et qui en développent un. Moi, je suis prêt à contribuer, même de façon bénévole, à faire ça. Les intérêts de tout le monde peuvent être conciliés. On peut stratifier la présentation de manière à ce qu'on trouve le régional, le Québec, le Canada, et on peut trouver, même avec l'histoire, il y a ceux qui connaissent les choses, il y a des choses de 80 km, est-ce qu'on prend les excursionnistes, pas les excursionnistes? On peut tout concilier ça. Mais de grâce, développons une méthode uniforme, redonnons la crédibilité à nos études d'impact économique. Merci. Très énergique. J'invite Sébastien. Je vais vous donner des instructions. On a peut-être le temps de prendre une ou deux questions. Si vous voulez prendre place, Bertrand, avec le micro. Vous avez un micro chacun. Est-ce que France, vous avez des questions ou est-ce que c'est France ou c'est Claude? Oui, Claude. Alors, Claude, peut-être une question à chacun si vous avez une question. Et ensuite, je vous donne les instructions pour la suite de la journée et demain matin. Alors, une première question pour M. Gagnon. On reproche parfois aux études d'impact économique de mesurer trop largement les retombées d'un événement, d'un attrait ou d'un secteur. Quels seraient les pièges à éviter afin de conserver des estimations réalistes? Est-ce que c'est, par exemple, d'éviter de parler des effets induits? Est-ce que c'est de s'assurer de faire les sondages nécessaires pour connaître en détail la structure de dépenses des visiteurs? Auriez-vous quelques suggestions là-dessus? Bien, je pense qu'à ce sujet-là, je pense que M. Bergevin va avoir une réponse beaucoup plus complète que la mienne parce qu'en fait, c'est dans sa business de tous les jours. Là. Nous, on travaille avec les inputs du client. Bien sûr, les effets induits, bon, à l'ISQ, on a une simulation en fait d'impact économique qu'on présente dans un de nos documents qui simule la demande intérieure finale, donc tous les postes de l'activité économique, par exemple la consommation, l'investissement, ce genre de choses-là. Et puis, quand on passe ça dans la machine à saucisse, dans le modèle, on tombe précisément sur la valeur ajoutée, sur l'emploi puis sur les importations en statistique officielle. Donc, on compare ce qu'on obtient avec le modèle avec la statistique officielle. Puis on tombe pile sur le PIB. Puis ça, c'est tout ça avec des effets directs puis indirects seulement. Donc, on prétend que le modèle intersectoriel estime bien la retombée économique sans avoir besoin de calculer les effets induits. On s'entend, les effets induits, c'est quelque chose qui existe. Mais c'est quelque chose qu'il faut traiter avec respect, je dirais, parce que justement, il y a beaucoup d'analyses à faire de ce côté-là. L'effet induit dans une région où le taux de chômage est très bas, est-ce qu'il y en a nécessairement quand il y a, par exemple, du déplacement d'emploi d'un secteur d'activité à un autre, ce genre de choses-là. Donc, il faut faire attention à ça. Comment traiter justement la dépense d'organisation, effectivement. Donc, puis, je pense qu'il y a un souci du côté d'avoir des touristes centrés. Là. Et bien sûr, encore une fois, là, je vais répéter le rôle de l'ISQ. Nous, on fait, si vous voulez, un peu un travail d'éducation auprès de nos clients en leur disant, bon, c'est quoi un centré, un local, tout ça. Mais ultimement, il faut travailler avec ce que les clients nous donnent là, comme données. Là. Donc, mais je pense que M. Bergevin va peut-être avoir une réponse. Est-ce que Jean-Marc, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Oui, mais je pense que c'est...
Oui, ça va. Ça marche? OK. Non, Sébastien l'a bien dit, mais écoutez, il y a différentes affaires qu'on doit éviter, des pièges, mais il y en a, certaines ATR ont déjà des réflexes en passant. La première chose, c'est que si vous êtes à l'ATR de Québec, vous essayez d'obtenir une subvention pour un nouveau festival au mois de septembre, attelez-vous, hein, parce qu'eux autres, ils considèrent que finalement, c'est bien meublé, le produit touristique est complet, on n'investira pas de subvention dans cette période-là. Par contre, si vous arrivez quelque chose qui est complémentaire au carnaval, là, nécessairement, là, ils vont peut-être, si au mois de février, vous arrivez à faire venir un touriste de plus à Québec, bravo. Alors, ça, c'est une des choses à prendre en considération. Mais de loin, c'est l'histoire d'inclure, là, finalement, 50 des dépenses des gens, ce qu'ils appellent semi-centrés. De loin, c'est là que ça se passe. Hein. Et puis, les effets induits, ça, au Québec, c'est quand même pas très courant. Le modèle fédéral l'offre, hein, en passant, si on fait une simulation avec le modèle du fédéral, eux nous offrent les effets induits. Mais je vous dirais que sur le plan économique, c'est hasardeux d'utiliser ça. Moi, je préfère ne pas les mettre. Merci. Oui. Claude, peut-être une dernière question. Ah, Maïté? Oui, là, ça va être Bonjour. mon tour. Bonjour, messieurs. Oui, nous, on a une question. Quelques personnes ont écrit là-dessus, entre autres, quelqu'un de Saguenay, Lac-Saint-Jean et aussi Pierre Belrose de Tourisme Montréal. Le concept d'argent neuf dont vous avez parlé, c'est une question, comme vous avez dit, d'origine des visiteurs de géopolitique. Dans un contexte où il y a beaucoup d'événements qui reçoivent des clientèles principalement québécoises, est-ce que ce serait possible de réexpliquer le concept de territoire, d'impact régional, finalement? Merci. Bien, la plupart, d'abord, des bailleurs de fonds, je peux les appeler comme ça. Par exemple, Tourisme Québec, eux autres, ils définissent un visiteur comme étant quelqu'un qui provient de 40 km de la zone d'étude. Donc, si vous avez un festival à Saguenay, vous faites un rayon de 40 km tout le tour, puis là, tous ceux qui sont là-dedans et qui viennent dépenser chez vous, leurs dépenses, on considère que ce n'est pas un apport qui fait de la création de richesse. Donc, seulement que les gens qui proviennent de l'extérieur, on va les prendre en compte. Alors, il est évident que dans certains cas, dans certaines régions plus éloignées comme Saguenay, ça peut devenir problématique. Ça veut dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'impact économique, mais encore une fois, ça ne veut pas dire nécessairement que les événements ne sont pas bons. C'est juste que ça va changer l'échelle sur laquelle vous allez évaluer. Tout le monde va en avoir un petit peu moins, mais vous allez avoir les vrais impacts pour chacun des événements et vous allez voir lesquels sont les vrais produits d'appel si vous utilisez cette méthode-là. Si vous mettez toutes les dépenses de tout le monde là-dedans, bien là, vous ne le verrez plus. Vous allez noyer le poisson, vous n'aurez plus la bonne information. C'est comme ça qu'il faut le voir. Merci beaucoup. Merci, M. Bergevin. Merci, Sébastien Gagnon, de votre prestation. Mesdames et messieurs, pour ceux et celles qui se sont inscrits au cocktail, le cocktail a lieu au 7e étage à 5h30 ce soir. Pour les personnes qui ne s'étaient pas inscrites et qui n'avaient pas défrayé il est toujours possible de vous inscrire, mais à la table d'inscription qui va être au 7e étage à la terrasse. Et sinon, pour les autres, je vous donne rendez-vous demain matin ici à 8h15. Merci beaucoup. Bonne soirée.